Bienvenue à vous, content de vous retrouver pour ce secouement de tête. Il faut croire que ça restera un signe distinctif. Alors oui, sérieusement, bienvenue à vous, content de vous retrouver. Je tiens d'ouverture à signaler qu'il n'y avait absolument rien de pensé de notre chef. Déjà, vous me poserez la question, hein, quel rapport entre l'Amérique dont nous traitions dans le numéro précédent et l'Amérique d'aujourd'hui? Aucun, vous me direz, eh bien pareil. Je m'étais dit, c'est peut-être ça, hein, je ne sais pas, l'actualité je n'en sais rien, qui aura fait que ça aura bidé plus que la moyenne, alors que je pensais tenir un sujet un peu plus avec un sujet un peu plus populaire que d'habitude. Hein, oui, refaire quelque chose, j'avais très envie aussi, autour de Robert Ervin Howard, et d'autant que je pensais dans la foulée faire plaisir à certains, et qui me réclamaient quelque chose sur lui depuis un petit temps déjà. Alors, je n'ai été informé de l'actualité aux États-Unis mardi dernier qu'après avoir posté notre numéro, alors par conséquent, hein, absolument rien de notre chef n'avait été pensé de manière à ce qu'on pût, oui, établir quelques liens entre le contenu de notre numéro précédent et, fût-ce sous la forme de sous-entendus entre le contenu de notre numéro précédent et l'actualité. Je tenais au besoin, comme on dit à toute fin utile, à le préciser. Alors aujourd'hui, dans ce 48e numéro, nous allons continuer. On va changer de, on ne va pas dire de tessiture, nous baladions, on va continuer à se promener en compagnie, oui, pas de tessiture, nous dirons d'horizon capillaire. Sonia Larouge, Sonia Larousse, immanquablement dans le numéro précédent avec son créateur Robert Ervin Howard. Sonia Larousse, eh bien, on va se balader dans ce numéro en compagnie des filles du Rhin avec Richard Wagner, mais pas que. Oui, en compagnie de Richard Wagner pour son opéra L'Or du Rhin, mais c'est que j'ai trouvé ce qu'on pourrait aimablement m'envisager comme une variante moderne, pour sûr des plus aimables, variante moderne sur ce thème, un poète que nous connaissons bien, assez bien. En tout cas, si vous êtes fidèle à notre funeste Fred, il en a été question, oui, il en a déjà été question ici, il n'y a pas si longtemps, encore, et vous savez à quel point il est important, pour moi, ce poète, ce compatriote. En fin de numéro, vous entendrez ce que j'appelle sa variante là-dessus, et peut-être viendrez-vous dans la foulée, après écoute, si vous me faites le plaisir, si vous m'accordez l'infime honneur de me suivre jusqu'au bout, viendrez-vous. Peut-être, oui, ce ne serait pas exclu. Viendriez-vous alors m'en donner des nouvelles? Mais pour commencer, un petit poème, un court poème, oui, qui, ceci dit, a fait du chemin. Mmh. En 1970, le membre fondateur d'un des groupes pop, rock pop les plus célèbres, de notre planète, en fait une transposition, toute, personnelle sur un de ses 2 albums solo, qui avait pour titre, peut-être allez-vous l'identifier, dès maintenant si je dis ça, son deuxième album solo, si ce n'est déjà fait, hein. Pour ce qui est de l'identifier, de l'avoir reconnu, notre artiste, notre, pub writer, très bien dit dans mon anglais merveilleux, c'était peut-être pas nécessaire. Oui, vers 1970, ils se rend en studio, avec la complicité, ils étaient venus, pour lui donner un coup de main, ça avait été convenu. La plupart des autres, des membres du groupe qu'il avait été contraint de quitter en 1968, il se rend en studio pour enregistrer ceci, sur une musique à lui. Mmh,
Alors ça commence par penche-toi, penche-toi. Ça aurait été si j'avais été en mesure, si ma prononciation de l'anglais, de l'English, eût été autre chose que ce qu'elle est, je pense que c'eût été, oui, là, c'eût été formidable. Si j'avais été en mesure oui, si j'avais eu l'assurance de pouvoir vraiment vous restituer ça, ça a tellement plus d'allure, tellement plus de résonance, c'est tellement plus puissant, comprenez, en langue originale, dans le texte original. Alors on se contentera de la traduction française. Penche-toi à la fenêtre. Penche-toi à la fenêtre, cheveux d'or. Cheveux d'or, je t'ai entendu chanter dans l'air de minuit. Mon livre est fermé, je ne lis plus. Regardons le feu danser sur le sol. J'ai laissé mon livre, j'ai quitté la pièce. Parce que je t'ai entendu chanter dans l'obscurité, chanter et chanter un air joyeux. Penche-toi à la fenêtre, cheveux d'or. Oui, cheveux d'or, golden hair. Syd Barrett, 1970 ou 71, j'irai vérifier. Je le note avec la meilleure exactitude. Comme pour toutes les références en partie description, vous aurez la référence du disque, de l'album texte, le recueil de poésie pour sa part, c'était le titre Musique de chambre dans la musique de chambre de James Joyce, d'Ulysse, de Jean de Dublin, entre autres, ici dans sa musique de chambre Cheveux d'or. C'eût été tellement mieux si j'avais pu, moi, vous le lire en anglais, mais bon, à défaut, allez écouter si jamais entendu ou dans l'absolu, réécouter, ça fait toujours du bien, l'enregistrement. La chanson La Sang de Sid, James Joyce, Cheveux d'or, tout ça pour enchaîner, oui, pour en venir à Elles sont trois, les filles du Rhin, et vous allez voir un vieux bouquin. Oui, il y a eu une époque comme ça où on aimait bien railler votre serviteur sur cette plateforme. Oh, franchement, je suis tellement loin de tout ça aujourd'hui. Et les cuistres en question ne risquant plus de me revoir, pour sûr, hein, franchement, je vous ai raconté, hein, j'en suis arrivé à un stade, franchement, où oui, des fois, dans la vie, il n'y a rien de scandaleux à estimer qu'on en est au stade d'opter pour ceci, pour cela, de faire certains choix, d'envoyer bouler des individus avec lesquels on a le sentiment d'avoir assez perdu de temps et d'énergie comme ça. Et d'ailleurs, dans un contexte autre, il est vrai, mais j'aurai l'occasion d'y revenir encore un peu par rapport à ça dans le courant de ce numéro, sans être spécialement, sans me vouloir plus égocentré que ça. Peut-être que ça vous renverra aussi à des expériences, à des choses vécues dans le cadre de votre vie individuelle, par extension de votre vie sociale. Alors, on va chez les filles du Rhin, oui, on va tout de suite, on va chez Richard Wagner. On ne va plus traîner. Vous allez voir un vieux bouquin qui, je n'ai pas relevé l'année de parution. Vous allez l'entendre. Je vais vous la donner, hein, et ce sera également en partie description. Mais au sujet de l'auteur de ce bouquin sur Richard, hein, l'auteur en question, Édouard Churet, peut-être pas partout, mais 9 fois sur 10, et pour sûr, sur la toile, on risque de vous renseigner. 9 fois sur 10, on risque cet auteur. Édouard Churet, oui, monsieur Édouard Churet, on risque
Vous le résumez à quelqu'un dont la production se ramènerait essentiellement à quelque ésotérisme, à quelques vagues ésotériques, fin de siècle ou pas, un peu importe, mais pour sûr à quelques vagues ésotériques au parfum suranné, alors qu'il vaut tellement mieux, hein, avant peut-être avant d'attaquer la lecture du bouquin que vous allez voir entièrement sur Wagner, je vous recommande de faire la lecture de son plus fameux livre. Oui, on va vous, si on ne le résume pas à ce que j'ai dit, hein, à cette vague ésotérique, on va vous parler de son bouquin sur les grands initiés, qui est loin d'être une nullité, hein, pour sûr. Je ne dis pas qu'il faut passer à côté, mais encore une fois, quand je dis qu'il vaut mieux, il a fait mieux et je pense que celui avec lequel il faut démarrer, c'est celui-ci. Précurseur et révolté, dans lequel il est question, c'est une galerie avec Shelley, Nietzsche, Ada Negri, Ibsen, Maeterlinck, Wilhelmine Schroeder de Vrindt, et pour terminer, Gobineau et Gustave Moreau, précurseur et révolté, 1899, je pense. Est-ce que ça apparaît sur mon bouquin? Ça doit être ça, je le mets en partie description. Voilà, on va pas se perdre en référence dans le détail. Je ne sais pas si en revanche je l'ai montré, je crois pas. Une édition d'époque, oui, je dois le mettre à l'atelier, pour réparation, un peu. Toute ma précurseur est révoltée, ne serait-ce déjà, ne serait-ce que pour lire celui-là, le texte sur Nietzsche, qui ne plaira peut-être pas à ce qu'il est de bon ton d'appeler aujourd'hui les fans hardcore. Vous savez, oui, les fans hardcore du philosophe allemand pour surnom, hardcore non, mais qui, à défaut d'être l'un des meilleurs, reste pour moi l'un des plus touchants. Et ça, c'est important, vraiment, l'un des plus touchants, écrit par quelqu'un qui a dû figurer, oui, c'est sûr aussi, qui a dû figurer par un lecteur de Nietzsche et qui a dû figurer aussi parmi les tout premiers lecteurs du philosophe allemand. Après la première édition, la première diffusion de ses ouvrages. Oui, il est remarquable, remarquablement touchant, pour sûr, son texte sur Friedrich. Et dans la foulée, je vous montre le livre. Oui, il est relié fatalement. Le Wagner, le Richard Wagner, qui est sous-titré, pardonnez-moi, sous-titré. Oui, c'était son œuvre et son idée. C'était bien de le préciser. Son œuvre et son idée, et, c'est tout à fait ça, avec une illustration. Allez, ça passe pas terrible, hein, je sais, mais à l'époque, dans pas mal de bouquins comme ça, en vis-à-vis, avec la page titre intérieur, Richard Wagner. Oui, Richard Wagner, son œuvre et son idée par Édouard Churet, danse, musique et poésie, forme la ronde de l'art vivant. Oui, il y avait ça aussi, sous le titre immédiatement, en page de titre intérieur, et alors en vis-à-vis, c'était Bayreuth. Oui, l'intérieur du théâtre de Wagner à Bayreuth, le temple d'une certaine manière, oui, auto-dédié, hein, on peut dire ça. Le temple a son propre art dédié, et à Beethoven aussi, je pense qu'on joue à Bayreuth la neuvième symphonie, qui était l'une de... On m'a toujours dit qu'à Bayreuth, si je raconte des couilles, n'hésitez pas à me corriger, hein.
Je ne suis pas musicologue, j'ai quelques heures de vol, il est vrai, dans le wagnérisme le plus dilettante, mais bon, si, je dis des bêtises, n'hésitez pas à me corriger, mais on m'a toujours raconté qu'à Bayreuth, on ne jouait que du Wagner et la neuvième symphonie, à titre, symbolique par rapport à ce qu'elle représentait, pour Richard dans le courant de sa vie et de son œuvre et on pourrait ajouter encore, comme le fait Édouard dans son bouquin, dans le cadre, de son idée d'ensemble, de ce que cette neuvième de Beethoven avait pu, représenter, dans l'ensemble. Alors, le livre, aborde l'œuvre de Wagner, dans le plus strict ordre chronologique. Vous avez les premiers opéras, qui ne sont pas très connus, hein. La Défense d'Aimé, Les Faits, qu'il faut absolument écouter au moins une fois. Oui, franchement, Défense d'Aimé, Les Faits et puis Rienzi, et après bon, inutile de vous les énumérer les uns après les autres, Lohengrin et les autres, pour en arriver au maître chanteur, à la tétralogie et à Parsifal. Et pour nos filles du Rhin, eh bien, je vais vous lire un fragment de la partie du bouquin sur le prologue, car l'or du Rhin n'est pas considéré, si pas comme un opéra à part entière, on dit que c'est le prologue dans la tétralogie. On parle de journées, on numérote les journées. On dit première, deuxième et troisième journée pour la Valkyrie, Siegfried et le crépuscule, mais le premier ouvrage, on le désigne comme le prologue de la tétralogie. Alors, je vais vous lire ce petit fragment pour vous donner une idée du style d'Édouard Churet, un auteur que, oui, je ne peux que vous inviter. Il faudra plutôt aller chercher du côté plutôt aller fouiller assez bien, surtout si vous voulez des ouvrages autres que ceux qui sont devenus un peu, comme je vous l'ai expliqué dans le cadre que j'ai dit, qui sont devenus un peu trop, allez, pardonnez-moi, mais un peu trop pour sa tarte à la crème, hein, qu'on vous sort comme ça pour dire de les sortir. Il faudra plutôt aller chercher en bouquinerie ou bien chercher sur la toile si vous faites des recherches, des acquisitions. Ce n'est pas mon cas, je vous ai déjà raconté pourquoi je ne le faisais pas. Si vous faites des fouilles, hein, si vous allez investiguer pour des bouquins, sur la toile. Alors, il nous faut aller dans le bouquin à l'Or du Rhin, mmh. Si je ne me suis pas, oui, là, on est dans Parsifal, mais oui, c'était un autre marque-page, que j'avais prévu pour une autre fois. Ça commence comme ça en fait, hein. Il nous rappelle un peu ce qui se passe au début de l'opéra. Oui, pour le rappeler, au besoin, une fois encore, Wotan. Wotan, le maître des dieux, hein, c'est le maître des dieux. Wotan, il a confié la garde de l'or du Rhin, ce qui donne son titre à l'œuvre. Wotan a confié la garde de l'or du Rhin à trois ondines. Alors, elles s'appellent, tant pis si je prononce mal, je promets, désormais, car je sais qu'on peut consulter, il existe des dispositifs sur la toile aussi qui permettent de se faire une idée de la meilleure prononciation de certains vocables dans une langue. Alors je promets à l'avenir de faire un effort dans ce sens, hein, mais encore une fois, allez, je tente du mieux que je peux. Elle se prénomme Vogelinde, Velgond et Flosild. Vogelinde, Velgond et Flosild. Le métal, demi-vivant, c'est bien dit, hein. Le métal est en même temps pas très fréquent comme formule sur le plan poétique. Dans le lexique, vous en conviendrez, le métal écrichuré, demi-vivant d'or, caché sous les flots, amassé sur la pointe d'un récif. Il fait le bonheur des folles ondines, et quand la lumière le caresse, il s'allume comme l'astre brillant de l'abîme liquide. Mais Albéric, le plus puissant des Nibelungen, va le ravir. C'est la scène qui ouvre le drame. Alors on entend Vogelin d'un moment dire: Sœur,
Sœur, c'est oui, les premiers vers chantés, de l'ouvrage «Sœur, voyez, les veilleuses de l'or, la lumière amoureuse rit dans l'abîme». Vogelinde et une autre poursuit, reprend sous les vertes effluves. La joyeuse salue le dormeur en extase. Le dormeur en extase, l'or. Mmh, l'or du Rhin. Alors le fleuve, je lis encore un peu, le fleuve scintille d'une poussière métallique, ruisselle en torrent de lumière, et les ondines tournoient avec furie autour de l'or, au son de cette berceuse étourdissante. Albéric, fasciné par l'état du métal, assoiffé de vengeance, ben oui, il a essayé de flirter avec nos amis, mais elles se sont, mettons, moquées de lui, elles l'ont envoyé paître. Alors c'est pour ça qu'on dit, hein, oui, j'ai passé un petit peu, vous irez lire si ça peut vous faire envie encore une fois. Fatalement, avec ce qui s'est passé, il est assoiffé de vengeance, Albéric, et Albéric les épie. Dans leur habit, oui, dans leur babil, pardonnez-moi, dans leur babil devenu sérieux tout à coup, il surprend ce dialogue, bien connu pareillement, ce dialogue. Alors il y en a l'une des trois dit: «Il sera l'héritier du monde quiconque, avec cet or splendide, saura forger l'anneau magique, l'anneau qui donne force terrible et puissance sans borne». Une autre défi, celui, qui renonce à la joie d'aimer, celui qui renonce à la joie d'aimer, celui qui maudit l'amour et sa puissance, celui-là seul, par sa sombre magie, pourra forger le cercle terrible. Le début de l'Or du Rhin, et en fin de numéro, vous entendrez cette variante au sujet de nos amis, de ce poète, plus proche oui, là on va se rapprocher dans le temps, plus proche de nous, dans le temps. Et en ce qui concerne ce que j'appelle, en toute humilité, encore une fois, mon lexique pour votre serviteur, son abécédaire de lecteur, j'ai dit: «C'est comme conviction», conviction, où j'en suis à vrai dire. On va essayer, je vais tenter le coup, se faire une idée, et peut-être que, oui, en reflet, en miroir, ça vous donnera envie, de voir, de votre côté ou, pour votre part, où vous en êtes et où vous vous situez par rapport aux diverses citations. On va essayer tout de même de varier un peu les horizons, de donner comme oui, encore une fois, comme on disait la semaine dernière, peut-être, différents sons de cloche à ce sujet. Tout de même, on va essayer, de se faire une idée par rapport à où en serait votre serviteur par rapport à ça, les convictions dans l'art et dans la littérature. Alors je retombais encore, il n'y a pas très longtemps, sur cette citation, elle doit être de Cioran. Oui, d'Émile Cioran. C'est la fameuse citation autour de la poésie et de la prophétie. J'aurais pu citer de mémoire, mais comme je risque toujours, comme ma mémoire, elle a tendance à épouser des contours, et mieux que des contours de gruyère. Alors je lis la poésie, ce sera mieux. La poésie s'abâtardit, si oui, la poésie, notre auteur, Cioran estimait que la poésie, elle s'abâtardissait si elle faisait trop, si elle devenait perméable à la prophétie, à la doctrine, à l'idée. Et il ajoutait que la mission, il parlait de mission par rapport au chant. La mission étouffait le chant et l'idée. L'idée entravée de ce chant, l'idée entravait l'envol. Oui.
La mission alourdit, la mission étouffe le chant, la mission étouffe le chant et l'idée, oui, l'idée réfrène, l'idée, entrave l'envol. Je ne sais pas si il faut, je ne sais pas si, déjà, hein, ce que vous en pensez. Estimez-vous que on peut s'en tenir à cette vision des choses, quelle est la bonne? Et Léon Daudet, de son côté, Léon Daudet avait-il raison lorsqu'il gueulait un bon coup comme ça, nous rapporte-t-on, hein, dans les locaux de l'Action française? Et là, il faut bien se dire que c'était à l'époque de la sortie de Voyage au bout de la nuit de Céline, et à cette époque-là, c'est important, il faut bien se dire que Céline n'avait pas encore, idéologiquement parlant, acquis la réputation qui devait être la sienne, à partir d'une certaine époque. Il passait plutôt comme un anarchiste assez furibard. Oui, avant tout un nanar et quelqu'un dans les locaux de la F, avait dit à Léon Daudet qui avait l'intention de publier une critique très favorable du Voyage au bout de la nuit, d'en faire une recension très favorable dans son journal. Et quelqu'un avait dit à Léon: «Oui, son livre est peut-être bien, mais il a insulté la patrie». Et Léon, voilà, avait tapé un bon coup sur la table, sur son bureau comme ça. «La patrie, moi, quand il est question d'art et de littérature, la patrie, je lui dis merde, la patrie». Léon Daudet. Est-ce que, là encore, je ne sais pas, cette vision des choses était nécessairement la bonne? Est-ce qu'on peut s'en tenir à ça? Bon, en ce qui me concerne, j'ai toujours envie de rapporter ce que j'appelle, ce que j'ai vécu comme étant l'anecdote Björk une fois sur un réseau. Ça devait être, oui, face de bouc, lorsque je m'y retrouve d'aventure. Et jamais, jamais, c'est pas du tout mon style. Je trouve ça tout de même, surtout par rapport au disque, oui, pour parler en bon coup, encore une fois, comme dans le temps par rapport au disque, par rapport à la musique, ça me paraît tellement, sur le coup, tellement subjectif, hein. Alors, quand je vois qu'on s'en prend à des artistes, qui ont oui, qui ont mes faveurs, je ne réagis jamais, hein. Je ne passe pas mon temps à réagir, ça ne sert à rien. Mais là, cette fois-là, je dois dire, c'était d'une telle arrogance sous la plume de ce monsieur que je connaissais bien, je dois dire, comme auteur, chroniqueur, journaliste. Et en plus, déjà, c'était un peu débile au sujet de Björk, car l'organe de presse dans lequel il publiait la plupart du temps ne rechignait pas à se voir désigné comme d'obédience assez néo-pagane, comprenez néo-paganiste. Alors, Björk, de son côté, je ne dis pas sur le plan idéologique ou sur le plan cultuel, je n'en sais rien, mais pour ce qui est de rassembler en fille en digne, oui, en plus que digne fille du Septentrion, là, toute une série d'héritages, sur ce plan. C'était déjà pas très malin, pas très avisé de venir cogner sur Björk, hein, déjà en tant que représentant d'un courant comme celui-là. Mais déjà aujourd'hui, c'est incroyable ce qu'il y en a qui viennent cogner pour le plaisir de cogner comme ça sur des gens qui, dans leur production, dans leur art, poursuivre la plupart du temps, comme ici, poursuivre la plupart du temps, sans le faire exprès, inconsciemment, mais tout de même, d'une certaine manière, apportent de l'eau à leur moulin, non pour le plaisir de cogner. On vient cogner et bien cogner. Alors il y avait déjà ça. Et oui, j'avais trouvé ce poste d'une telle arrogance déjà, pour ce qui était de présenter notre. On reste d'une certaine. Ce n'est pas une fille du Rhin, mais on l'a déjà dit, c'est une fille, une fée septentrion,
hein. Pour sûr, une fille du Septentrion, là, Björk et déjà cette arrogance qui revenait à vouloir la faire passer, pour s'étant exprimée comme la plus complète des incultes, des ignares, des idiotes, pour la faire passer en tant que telle. Hein, ouais, elle a 59 ans et elle est active dans la carrière, dans son métier depuis 1977. Tout de même, Björk, je sais pas déjà si vous avez pris la peine d'écouter un album, comme un des albums qu'elle sort depuis, oh, je dirais 1900, c'était déjà très bien avant, mais, ne fût-ce qu'un des albums qu'elle nous sort depuis 1997, j'en sais rien. Et outre de vouloir la ramener comme ça à une idiote intégrale, d'insinuer qu'elle était un féodé, oui, qu'elle était un féodé, comme quelque chose qui revenait à vouloir faire d'elle une partisane acharnée de quelque courant ultra, je cite, ultra woke. Et là non plus. Là, non plus, sans être expert, bon, j'ai tout de même assez fréquenté, par ses interviews et par sa production l'intéressait, et je n'ai jamais eu d'assurance, désolé, de ce genre de choses, de ce type d'assertion inepte au sujet, de notre fait septentrion, pas, davantage. Et c'est qu'à ce moment-là, hein, j'étais sur le point de laisser passer, mais j'ai vu rappliquer pour surenchérir dans l'enthousiasme qu'avaient pu susciter, oui, les réactions positives qu'avaient pu susciter, hein, les pouces, et pas seulement les réactions positives qu'avait pu susciter le poste en question. Et j'en ai reconnu quelques-uns, quelques beaux, qui n'étaient peut-être pas de la même tendance, que l'auteur du poste, mais que je n'avais eu aucune difficulté, pour les reconnaître ou au besoin les identifier. Ces sinistres cuistres-là, avec qui ça m'était déjà arrivé de me retrouver, virtuellement, mais de me retrouver en leur présence. Ça m'avait rappelé des souvenirs, peut-être pas de la même tendance, non, je disais, mais au cœur, pour sûr, des cœurs droits, cœurs droits et puritains. Et à vrai dire, je pense qu'ils n'avaient pas résolu certaines questions, pas résolu leur Oedipe, et ils se cherchaient comme un père de substitution. Cela, un père de substitution, de préférence, d'ascendance géorgienne. Et ce fantasmant matin, midi et soir sur de gigantesques champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale, de gigantesques champs de bataille de l'histoire contemporaine, où pourtant on ne les avait, pas vus, on ne les avait jamais vus, et où on risque bien de ne les voir jamais. Mais ce fantasmant comme c'est pas possible, je vous dis pas, et ceux-là, franchement ceux-là, ils ont, oui, ceux-là, je dois le dire, ils ont tout mon mépris, mais et dans la foulée, ben, j'ai rédigé à mon tour un petit quelque chose, qui revenait à dire du style: «Mais vous ne vous figurez tout de même pas, vous ne vous figurez tout de même pas que notre époque en serait à un point tel, hein, en serait venue à un point tel que je me verrais, moi, enclin à préférer à la fréquentation de Björk, de son art, celle de malades mentaux, de malades sexuels, de malades mentaux, de malades sexuels de votre espèce. Allons, raisonnez-vous, et voilà l'anecdote Björk, pour vous dire un peu, si ça peut donner une idée de là où, je me situerais plutôt par rapport à ça, à la question de mes rapports, oui, à la question des convictions,
dans l'art, mais j'aimerais bien, bon, avant, j'ai donné 2 citations d'auteurs connus et j'aimerais tout de même bien équilibrer un peu le tout ce que je viens de dire et un peu le tout et en allant, pourquoi pas, en allant chez Georg Lukács, oui, chez le philosophe Georg Lukács. Permettez, je donne les références du livre. C'est un livre de Georges Gastaut, un livre de Georges Gastaut qui est un traité de philosophie ayant pour titre Lumière commune et dans lequel j'ai épinglé cette citation. Bon, on va nous parler à un moment donné. Je le dirai le moment venu. Je préfère attaquer tout de suite. Je ne sais pas. Et ça, ça, qu'en pensez-vous? La forme, la forme doit correspondre de façon optimale à son contenu en lui conférant en art, la forme doit correspondre de façon optimale à son contenu en lui conférant une force d'expression suprême et en lui permettant d'agir au maximum sur le public sur le public auquel l'œuvre est destinée. Cette citation était d'Anatole Lounartcharski, qui fut, ce dut être le premier ministre soviétique de la culture, commissaire du peuple, on disait, pas ministre. Et Georg Lukács citait encore Lounartcharski avant d'ajouter ce qui va suivre. Dans tout chef-d'œuvre, la forme est entièrement déterminé par le contenu, mais par rapport à ce qui nous intéresse, c'est ce qui vient. Alors, Georg Lukács, dans tout chef-d'œuvre, la forme est entièrement déterminée par le contenu, mais c'est justement pourquoi, de même que les formes esthétiques ont toujours une dimension axialement idéologique, comme l'a aussi démontré Bakhtin, un des spécialistes de Rabelais, Bakhtin, comme l'a aussi démontré Bakhtin. Alors, je reprends. De même que les formes esthétiques ont toujours une dimension axialement idéologique, le contenu de l'œuvre est d'abord un contenu esthétique, certes connaissable par concept comme toute réalité naturelle ou sociale, mais dont l'existence et le statut ontologique d'être ontologique, mais dont l'existence et le statut ontologique ne sont pas comme tels, c'est-à-dire ne sont pas comme tels, ne sont pas de nature idéo-conceptuelle. Hmm. Par exemple, un pouvoir socialiste. Oui, ici, sur le plan du contexte, on nous parle d'un pouvoir socialiste. Mais si ça vous chante, vous pouvez remplacer par le programme politique, par ce qui vous chante, par ce qui vous arrange. Mais dans notre illustration, ici, il est vrai, on fait référence à un pouvoir socialiste. Mais je pense que ça vaut bien au-delà. Alors, Lukács disait, un pouvoir socialiste soucieux d'utiliser la création artistique pour cultiver l'avenir, et pas seulement pour obtenir d'éphémères objectifs idéologiques de court terme, ne doit pas nécessairement privilégier des œuvres de circonstance traitant pragmatiquement de problèmes d'intérêt politique immédiat. Hein, pas nécessairement. Je pense que oui, pour ce qui était de rééquilibrer un peu, c'était bien. Et nous n'irons pas plus loin. Je vois qu'on est dans les temps. C'est bien. Alors, si vous me le permettez, avant de vous faire lecture de notre variante de nos filles, hein, de retourner du côté du Rhin, hein, je vais me désaltérer. Oui, je ne suis pas encore tout à fait bien rétabli par rapport à ça. Je me désaltère 2 secondes, une gorgée de café.
Voilà, pardonnez-moi, vous savez pourquoi on fait pas de pause, dans Funeste Fred? Vous les avez vus, hein, les 2 bouquins, d'Édouard Churet, un très, très bon écrivain sur qui nous reviendrons. J'aurai certainement l'occasion, un de ces jours, de vous lire, si pas dans son intégralité, des fragments de ce qu'il avait écrit sur, là, sur Friedrich, hein, puisque j'y ai fait allusion, sur, Friedrich Nietzsche. Alors, je vais dans le dernier bouquin que vous verrez aujourd'hui d'Henri Michaud. Oui, c'est chez Henri Michaud que je l'ai trouvé, notre variante. Figurez-vous que le texte de clôture de ce livre d'Henri Michaud, qui doit être, c'est pas la première fois que je vous le montre, Passage au pluriel, un livre des années 60 du siècle dernier d'Henri Michaud. Et Passage, vous le trouvez en neuf, vous le trouvez en neuf comme en occasion, vous pouvez vous le procurer dans la collection. Il n'est pas encore sorti dans la collection en plus petit ou en tout petit, dans la collection Poésie, pas encore avec les autres Michauds, mais ça viendra, car à ce que j'ai pu comprendre, tout doucement, ils les font un peu tous. Les recueils pour sûr, pour les correspondances et les ouvrages un peu plus particuliers, je ne sais pas, mais pour celui-ci, à mon avis, ça devrait venir, oui, ça devrait arriver dans les prochaines années. Alors, je vais chercher les figurins façon Michaud. hmm. S'agit-il d'un... Oui, est-ce que ce voyage, il l'a vraiment fait ou est-ce qu'il s'agissait d'un voyage purement... L'effet du Rhin, de quelque chose de purement inventé, je ne sais trop. Les faits, si j'obtiens davantage d'informations à ce sujet, je viendrai vous les donner, ne serait-ce qu'en partie commentaire où j'ai l'habitude de mettre des choses qui auraient pu m'échapper dans le courant du numéro. Raison pour laquelle j'aime bien rappeler de temps en temps, si ça vous dit, allez lire aussi nos commentaires en épingle. Alors, j'ai épinglé dans le livre d'Henri Céphée Durin. Si vous suivez jusqu'à la fin, je vous remercie d'ores et déjà de m'avoir suivi. On se retrouve dans un peu moins d'une petite semaine. Nous étions un jour à l'avance aujourd'hui. Demain, je pense que demain mardi, votre serviteur sera trop fatigué. Le mercredi, j'aime bien suivre à mon aise les lives d'un ami sur cette plateforme. Alors, je me suis dit un jour d'avance, l'effet du Rhin. Merci encore à vous. Et j'attaque le texte d'Henri Michaud. C'est le soir, non loin du pont. C'est le soir, non loin du pont, qui, de plusieurs arches basses, enjambe le Rhin, encore jeune, aux eaux tumultueuses. Je me tenais dans la partie la plus obscure d'une des rives, à distance de l'éclairage et de l'animation des hommes et de leurs véhicules. Au-delà des lampadaires, on est tout de suite dans la nuit, malgré sa largeur et son nom prestigieux, le Rhin, ici, plutôt qu'un fleuve unique, on eût dit à le voir passer plusieurs rivières, sans bord, en une seule resserrée, roulant, concurremment, se défendant, se bousculant, se rejetant l'une l'autre. Les eaux, en bruissant, s'engageaient ici, se dégageaient là, vivement toujours, paraissant faire effort, avoir à faire effort contre les multiples voisines, également pressées, et les pressants, qui déviaient et se rejetaient mutuellement leurs flots. De multiples liquides fuseaux, lutteurs, formes froutantes, faisaient entendre des murmures, une abondance, une foule extraordinaire de murmures, rapidement évanouis, renaissant, se reformant indéfiniment, venant de partout, jusqu'au milieu du fleuve, d'où j'en entendais partir, ici et là, individuels, murmures passionnés, comme de personnes qui les eussent habités, mais pas n'importe lesquelles.
C'était à ne pouvoir s'y méprendre des murmures de jeunes filles, entre rires et paroles, comme elles ont parfois entre elles. Précipité, inélaboré, inachevé, cependant avec effusion. Ce que j'entendais était leurs secrets chuchotés, étaient leurs confidences lancées à la volée, comme bouteilles à la mer, leur détresse jetée à la ronde, vers qui voudra bien l'entendre? Appel toujours timide, délicat, mais haletant, fluide, lancé par-dessus l'épaule, comme au moment d'être entraîné plus loin, message précipité, délivré dans un dernier souffle, prodigieux et si inattendu, mais entendu une fois, je ne pouvais plus ne pas les entendre, drame d'un instant, éperdu à la fois et invraisemblablement discret, auquel silencieux, immobile, j'assistais, l'effet des eaux. L'effet des eaux, c'était donc ça l'appel des ondines, après tant de fois, depuis mon enfance jusqu'à maintenant, être allé rêveur au bord des eaux. Comment était-ce seulement aujourd'hui que je pouvais les entendre, que par une vacance unique je les recevais? Alors que c'était saisissant et évident, je comprenais à présent les poètes d'autrefois, simples, sensibles, au cœur ouvert, qui les premiers les entendirent, et aux incrédules les rapportèrent, et qui entendirent le chuchotis de ces presque voix susurrantes, confidentielles. Oui, et exhalée, pressée, émouvante et qui appelle, cet appel indéniable, hein, qui fait qu'on est concerné, qu'on est tout chose. Voix que les autres hommes, contentés par leur distraction, n'entendent pas, voix si attirantes, ces poètes, les vrais, qui les avaient une fois entendus, ne pouvaient en rester là. Ils ne pouvaient se réduire à faire quelques vers rimés à leur sujet, ne pouvaient faire autrement que de se jeter à l'eau pour les rejoindre, pour continuer à entendre leurs secrets dont on ne peut de la rive capter qu'un fragment indéchiffrable. Secret du cœur secret et mystérieux de la nature humble, grouillante, foulée aux pieds impuissante. Cette nature impuissante, innombrable, ces présences en effet qui chuchotent à vos côtés et à toute vitesse emportent la continuation de leurs messages, sont attirantes incroyablement. On doit lutter contre l'entraînement. C'est comme si ces rapides confidences soufflaient vivement vers vous. On ne pouvait s'empêcher de penser que seulement en se laissant aller à l'eau avec elles, les fées fouillantes, près d'elles au sein de leur peuple, on les entendrait enfin complètement merveilleusement. Comblé immensément d'avoir retrouvé les faits, lesquels m'avaient toujours paru venus d'une méprisable invention sentimentale, même pas religion, reliée à rien, légende lancée par quelques pleurards impuissants qui n'y croient pas beaucoup, beaucoup plus qu'à une métaphore. Je restais sans bouger, ou presque, sur place, me retournant, gêné aussi, petit à petit, comme quelqu'un qui a entendu un appel et ne fait rien, écoutant sans répondre. Mais comment répondre? Je faisais quelques pas, je marchais, me mettant alors aussi à m'accuser, à me dire que j'exagérais. J'allais au pont et puis jusqu'à la rue et à la petite place où passaient encore quelques voitures bruyantes. Mon petit tour accompli, dès que j'étais revenu, le dos tourné à la vulgarité humaine, à nouveau, mais sans que cela eût varié et que cela pût être pris pour autre chose, j'entendais à nouveau indubitable ces souffles, adressés à moi comme à tout passant que le hasard eût mené là, pardonnez-moi, eût mené là, appel d'une délicatesse
qui n'est pas des filles des hommes, mais seulement des filles des eaux, des sirènes, insinuantes, invitent à venir partager leur existence, ou plutôt à se rendre avec elles au lieu même de leur existence, là où pareille merveilleuse délicatesse s'exprime et sans doute s'échappe. C'étaient ces tentatrices voix sans voix, souffles exquis qui charment, qui fascinent. C'étaient elles qui séduisaient, jusqu'à la mort ceux qui, insatisfaits et pourtant d'une certaine façon le cœur en paix, non occupés d'eux-mêmes, avaient l'âme pour cette aventure. J'étais troublé entre plusieurs sentiments partagés et elles continuaient à passer et je les laissais passer. Que faire d'autre? Parfois, un fuseau d'eau bruissant sur un léger obstacle devenait naturellement forme vague, nacré, un fantôme qui ne serait retourné vivement pour, un peu plus significatif, me lancer son léger passager parmi les nombreux plus petits appels à demi résignés qui fusaient doucement de toutes parts. Enfin, je quittai les lieux. Je me demandais si de loin quelque Suisse m'observe à cette heure tardive. Que pensera-t-il? Ne me jugera-t-il pas suspect de vouloir me suicider, peut-être, fixant ainsi les eaux comme je devais le faire? Appréhension un peu ridicule, probablement signe d'autre chose. Signe d'une mauvaise conscience qui s'animait en moi pour une autre raison. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, d'une certaine façon, je venais d'être traître aux hommes. Ne les avais-je pas lâchés? Cela ne doit pas aller sans quelque mauvaise conscience. Toujours avec les hommes, on doit, sans le couper, garder au moins un fil. Sinon, se crée en soi un super tribunal d'hommes qui vous met en état de prévenu. Oui, je revenais au murmure qui toujours appelait, que peut-être jamais plus je n'entendrais appeler. Mais enfin, je m'en allais pour de bon, leur monde cependant m'accompagnant, j'avais trouvé, inespéré et jamais recherché d'ailleurs, l'effet des eaux, comme les bruits et les grondements, bien plus que les spectacles, ont fait les démons, les murmures ont fait les ondines, les sirènes. Je venais de l'apprendre, j'en venais. Henri Michaud, merci à vous.